Ces années d'entrepreneuriat, elles sont tellement difficiles, il y a tellement de hauts et de bas, il y a tellement de stress. Puis il n'y en a pas beaucoup qui croyaient en ce projet, quoi. Santé féminine, bof, machin. Et j'ai arrêté de prendre la pilule. Pareil, volonté de passer au naturel. Comme tu le disais tout à l'heure, chamboulement hormonal. J'ai commencé à avoir de l'acné, à perdre mes cheveux, à avoir plein de trucs qui se passaient dans mon corps que je connaissais pas parce que je prenais la pilule depuis que j'avais 15 ans. Je connaissais pas mon corps en fait. Les gynécos me disaient reprends la pilule, t'es complètement conne de l'avoir arrêté. Le monde médical est assez en colère et je comprends parce que on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux. Circles vraiment a vocation à accompagner les femmes sur leurs problématiques hormonales des premières règles à la ménopause, que ce soit de règles douloureuses, syndrome prémenstruel, acné hormonal. On a reçu des centaines de messages, encore une fois des femmes qui disaient mais j'étais pliée en deux, une semaine par mois, je revis, j'avais de l'acné hormonal qui me défigurait, depuis 10 ans je savais plus quoi faire, j'osais plus sortir de chez moi. On a des milliers, des retours comme ça. J'ai envie d'emmener cette boîte très loin, d'atteindre ma mission qui est aider le plus de femmes. Elle a grandi dans une famille d'aventuriers, des parents qui ont élevé ses frères sur un bateau, des grands-parents qui traversaient le monde par curiosité, par goût de l'inconnu. Margot Liamus, c'est une enfant du mouvement. Elle n'a jamais vécu plus de 3 ans au même endroit, et de cette enfance nomade, elle a gardé une allergie au statu quo et une obsession explorer. Après des études de commerce, elle se tourne vers les startups. À une époque où c'était pas encore cool, où personne ne voulait faire de stage dans la tech, elle, si, parce qu'elle voulait apprendre à tout faire, tout comprendre, tout construire. De Paris à Berlin, du Brésil aux États-Unis, elle se forge dans la débrouille et la curiosité. Puis un jour, tout change. Un simple arrêt de pilule, un effet rebond violent, acné, perte de cheveux, dérèglement hormonal complet, et surtout un constat brutal. Quand il s'agit du corps des femmes, la médecine n'a souvent pas de réponse. Des milliers d'autres femmes vivaient la même chose, elles cherchaient de l'aide, trouvaient des forums, des groupes Facebook, des recettes de grand-mère, des conseils au hasard, et c'est là que Circles est né. Une marque de bien-être, mais surtout une mission, aider les femmes à comprendre et à apaiser leurs maux, des premières règles à la ménopause, des formules naturelles fondées sur la phytothérapie, mais aussi sur la pédagogie et la transparence, parce qu'il ne s'agit pas seulement de vendre un produit, mais de rendre aux femmes leur autonomie gynécologique. Ces valeurs sont simples, sororité, transparence et connaissance. Elle le dit sans détour. Si dans 10 ans il n'y a plus besoin de Circles, c'est tant mieux, parce que le vrai succès, ce serait que chaque femme puisse connaître son corps, prévenir ses déséquilibres et ne plus subir ses cycles. Aujourd'hui sur Serial, on va parler d'hormones, de tabous, de plantes et d'empowerment, de santé féminine, d'indépendance et de la manière dont une douleur personnelle peut devenir une mission collective. Bienvenue Margot, je suis très heureux de te recevoir. Merci, moi aussi je suis très heureuse d'être ici. La première question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi. T'as déjà très bien fait ton travail, t'as dit beaucoup de choses. Mais je peux dire que j'ai grandi dans un environnement privilégié, clairement, mais en même temps un peu atypique. Effectivement, j'ai un père qui a fait une grande carrière chez LVMH et qui avait choisi la mobilité, donc on déménageait énormément. J'ai vécu dans pas mal de villes en France, j'ai vécu à l'étranger. Et après sa carrière chez LVMH, mon père a monté une boîte. Donc en fait, tout ça a fait que finalement, j'étais un peu prédestinée à l'entrepreneuriat, je pense. Mais de l'autre côté, moi, j'étais une enfant super timide, super réservée. J'ai vraiment passé une grande partie de mon enfance, adolescence et même ma vie de jeune adulte à être bouffée par le manque de confiance en moi. Et donc j'étais vraiment tout le temps un peu le cul entre ces deux chaises de environnement prestigieux, on me demande, on me pousse, etc. Et puis moi, à côté de ça, je me trouvais nulle, bête, toujours la moins intelligente, etc. Alors qu'en plus, c'était pas forcément vrai, mais je m'en rendais pas compte, quoi. Donc voilà, mais du coup, tout ça mis ensemble, j'ai vraiment appris toute ma vie à devoir m'adapter. J'ai changé d'école tout le temps. Je devais tout le temps me refaire des amis, ce qui est pas facile quand t'as un caractère comme ça. Et du coup, tous ces changements et ce caractère, ça m'a toujours donné un besoin d'indépendance à fond. Et je pense que finalement, c'est ça qui m'a emmenée à l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, toujours dans le mouvement. Ouais. Et c'était quoi un peu tes premières passions ? La lecture. La lecture ? Ouais. Okay. Quel genre de lecture ? Petite, c'était vraiment le monde, comprendre le monde, comment il est fait. J'avais des passions dévorantes pour, les Égyptiens, les dinosaures, l'astronomie, etc. Et puis après, ça a été les romans, l'aventure, toutes ces choses-là. Donc, très curieuse de tout ça.
Très curieuse. Et non, et surtout, je dirais que c'est un truc que mes parents me disent aussi déjà depuis bébé. J'ai toujours été très observatrice. Je pense que ça va avec les caractères timides quand tu te mets pas forcément en avant. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à observer parce que j'osais pas parler. Je pensais que tout ce que j'allais dire était pas intéressant. Et du coup, ça m'a vraiment appris à... Enfin, en tout cas, je pense que ça m'a donné mon grand talent aujourd'hui, vraiment dans mon travail d'entrepreneur, qui est celui de comprendre comment agissent les gens, leurs besoins, leurs comportements, leur psychologie, et comprendre aussi comment marche la société. Et finalement, le propre d'un entrepreneur, c'est quoi ? C'est trouver quelque chose qui va pas dans la société et le régler. Trouver un problème et trouver la solution. Donc tu vas faire une école de commerce. Ouais. Est-ce que tu fais ça un peu par défaut parce que le papa est dans tout ça Ouais, moi j'aurais voulu être journaliste et faire Sciences Po. Bon, il se trouve que j'ai obtenu une bonne école de commerce, donc c'était la voie safe, mais ça m'allait très bien, parce que je savais pas trop quoi faire. Et puis... l'école de commerce, ça n'a pas été forcément le moment le plus exaltant de ma vie. Je voyais pas trop, j'aimais pas trop le côté théorique de tout ça. Ça m'emmerdait pas mal. Et puis très vite en école de commerce, t'as les carrières qui se dessinent. C'est soit tu vas dans la finance, souvent les mecs, et puis soit tu vas dans le marketing du luxe, quoi, souvent les meufs. Et moi, ça me parlait pas trop. Et du coup, en fin d'école, quand enfin le concret commence, les stages, moi j'ai un peu récupéré les stages poubelles dont personne ne voulait, qui étaient les stages en start-up. Okay. Donc là on est en 2010-2011, donc vraiment il se passe, les startups c'est pas du tout la hype que c'est aujourd'hui. Ouais. C'est avant l'ère The Family, exactement. Qui va démocratiser l'entrepreneuriat en France. Exactement. C'est vraiment avant tout ça. À Paris, il y a quelques startups qui se battent en duel, mais il n'y a pas grand-chose. Moi, c'est là que j'ai trouvé justement mon premier stage long. Et en fait, ça a été une révélation. J'ai adoré. Je me suis trouvée, quoi. J'étais enfin pour la première fois depuis un moment brillante dans ce que je faisais. C'était super. C'était une boîte qui faisait quoi ? C'était une boîte qui faisait des suites et des vêtements personnalisés pour les écoles de commerce, justement, d'ingénieurs, etc. Mm-hmm. Qui faisait pas mal parler d'elle à cette époque-là, donc en plus c'était cool, machin, mais ouais, c'était une époque assez particulière. On était vraiment tout seul à faire ça. Moi, personne comprenait pourquoi je faisais ce genre de stage. On me disait, mais tu gâches tes études, c'est complètement con. Moi, j'ai tellement aimé, et les fondateurs de cette start-up à l'époque m'ont dit, tu veux apprendre, tu veux continuer dans ce secteur-là, pars à Berlin. Parce qu'à Berlin, ça fait déjà un moment que le secteur, que l'écosystème entrepreneurial est développé. C'est un peu la Silicon Valley européenne. Il y a Rocket Internet qui est bien implanté depuis un moment, qui a fait changer beaucoup de choses dans l'écosystème tech européen. Donc va là-bas, c'est là-bas que tu vas apprendre. Reste pas à Paris, il n'y a rien, quoi. Tu peux me parler un peu de Rocket Internet ? Parce que je connais bien, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas Rocket Internet, c'est quand même une boîte qui a marqué pas mal ces 10 dernières années. Avec une force d'exécution assez puissante. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est sûr que Rocket Internet, c'est une référence. Pirates, ouais, ils ont établi en tout cas quelque chose dans l'écosystème européen. C'est un groupe qui s'est spécialisé dans le copycat, c'est-à-dire ils prenaient des modèles en général e-commerce qui existaient dans d'autres pays ou régions du monde, par exemple aux États-Unis, et les copiaient à l'identique pour les lancer en Europe ou sur un marché où ils voyaient une opportunité. Ouais. Donc l'exemple le plus parlant, ça va être par exemple Zappos, qui était un gros e-commerce de chaussures aux États-Unis, et ils ont lancé Zalando, qui était la copie vraiment identique, même le nom s'en rapproche. Donc ça, c'est une méthode qui a été très décriée, très peu éthique, évidemment, mais ils ont construit des mastodontes comme ça. Qui a marqué une ère Internet et entrepreneuriale assez forte. Complètement, et c'est vraiment la manière allemande de faire les choses, donc c'est l'exécution pure. C'est des boîtes dont les fondateurs qui étaient
Enfin, c'est un type d'entrepreneuriat très particulier. C'est l'entrepreneuriat d'exécution. Enfin, c'est des mecs qui viennent de consulting, de banques, qui sont mis à la tête de ces boîtes-là pour exécuter très vite, très fort. D'ailleurs, on parlait à l'époque de blitzkrieg, de guerre éclair. C'était le mot favori de tous les start-upers. Bon, maintenant, on en est revenu, hein, mais voilà. Enfin, en tout cas, ça, c'était le modèle de Rocket, et c'était surtout une excellente école entrepreneuriale parce que et c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que je suis allée chercher à Berlin. C'était vraiment t'étais propulsé dans des startups, tu commençais stagiaire puis tu montais très vite dans la boîte, on te donnait plein de responsabilités, on te faisait faire plein de choses parce que c'était des boîtes où il y avait des croissances énormes, et donc tu pouvais faire plein de choses, tu avais vraiment la place d'apprendre. Il y avait plein de jeunes diplômés de plein de pays qui venaient, et c'était incroyable. Enfin, c'était vraiment le campus. Moi, c'est comme si j'avais continué mes études pendant 10 ans en termes d'apprentissage, d'émulation. C'était vraiment cool. C'était l'écosystème parfait pour apprendre. Pour apprendre. Ouais. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, suite à ça, du coup, en fait, j'étais partie pour un stage à Berlin, puis finalement, j'y suis restée 10 ans. Et j'ai bossé dans pas mal de startups différentes, vraiment dans des industries qui ont rien à voir les unes avec les autres. Enfin, j'ai bossé dans une copie de l'Archive Club, le truc d'abonnement de rasoir par la poste, dans une boîte, une espèce de plateforme, un moteur de recherche d'appartements en location, enfin pas mal d'industries différentes. Et je bossais toujours à des postes en direct avec les fondateurs, toujours des postes de un peu intrapreneuriaux, de développement de projets, etc., ce qui était trop cool. Et je savais que je voulais, moi, ensuite faire quelque chose à moi. Tu vas créer un premier projet entrepreneurial ? Ouais, j'ai créé une première boîte. Sunbook. C'était pas mon idée. Moi, je suis rentrée en tant que fondatrice. C'était des business angels du monde du tourisme en Italie qui voulaient lancer, enfin qui ont eu cette idée. C'était une plateforme de réservation de transat et parasols sur les plages italiennes. Donc, on est bien loin de la santé féminine, mais voilà, enfin un modèle qui a du sens. Enfin, l'idée, c'était vraiment l'été sur la plage italienne, où c'est vraiment des côtes bordées de clubs de plage. Enfin, la plage publique n'existe pas. La seule manière d'avoir une place, c'est de te lever à 7h du mat et aller mettre ta serviette. Donc voilà, l'idée, c'était digitaliser le truc. Les fameux sunbeds qu'on peut voir l'été. Digitaliser le truc. Ça a duré un temps assez court et ça a rapidement pas fonctionné pour plein de raisons. Je pense que j'étais trop jeune, trop inexpérimentée, et j'avais pas suffisamment de contrôle dans la boîte pour prendre les bonnes décisions. Enfin, c'était un peu un truc fait à l'ancienne, pas bien. Et en plus, je me suis confrontée à un marché pas du tout prêt à la digitalisation, des histoires de propriétaires de clubs de plage qui veulent pas arrêter de faire du black, des histoires de mafia parfois, etc. Donc moi, jeune femme de 25 ans qui arrive sur ce marché-là avec justement des histoires de mafia et de propriétaires véreux qui me prennent pas au sérieux parce que je suis une femme. J'ai vraiment vécu des trucs lunaires, des interactions humaines lunaires parce que j'étais une jeune femme dans un monde comme ça, vraiment. Bref, du coup, tout ça n'a pas fonctionné. Un bon crash test. Mais j'ai appris plein de trucs, tout ce qu'il fallait pas faire. Et ouais, après ça, j'ai rejoint du coup cette boîte dans l'immobilier, toujours Rocket. J'y suis restée 2 ans. Et en fait, ce boulot m'a amenée à San Francisco pendant quelques temps pour développer le marché pour le marché américain pour la boîte. Et en fait, en parallèle de ça, dans ma vie, j'étais en train de... j'arrivais à l'âge où on fait pas mal de changements. Enfin, je le vois, mes clientes aujourd'hui, elles sont ça. Je voulais mieux consommer, mieux m'alimenter, passer au naturel sur pas mal de sujets. On arrive à l'approche de la trentaine, ça. Exactement. Changer ma consommation de cosmétiques, vachement aussi autour de l'hygiène intime. Le sujet culotte menstruelle commençait tout juste à émerger aux États-Unis, pas en France. Et j'ai arrêté de prendre la pilule. Pareil, volonté de passer au naturel. Et ça, comme tu le disais tout à l'heure, chamboulement hormonal. J'ai commencé à avoir de l'acné, à perdre mes cheveux, à avoir plein de trucs qui se passaient dans mon corps que je connaissais pas parce que je prenais la pilule religieusement depuis que j'avais 15 ans. Je connaissais pas mon corps, en fait. Et voilà, il s'est passé tout ça. Du coup, j'ai commencé à m'informer, faire des recherches, etc. Et j'ai vu
que tout ce nouveau marché de solutions d'innovation en santé féminine, de solutions pour la santé féminine commençait à émerger aux États-Unis. J'étais justement à San Francisco à ce moment-là. Et du coup, j'en ai profité pour aller rencontrer un peu tout le monde. Ce qui à l'époque était pas grand monde, mais du coup c'était une chance parce que j'étais très très tôt dans l'histoire de l'écosystème. J'ai pu rencontrer des fondatrices, des fondateurs, des fonds d'invest, des journalistes, enfin un peu tous ceux qui faisaient l'écosystème à l'époque, des boîtes qui aujourd'hui sont des licornes, tu vois. Enfin, et c'était trop cool. Je me suis pointée, j'aurais dit coucou, je suis européenne, je fais une étude sur la femtech pour savoir un peu ce qui va arriver en Europe. Et tout le monde m'a ouvert sa porte et j'ai appris plein de trucs. Et moi, évidemment, je cherchais un angle pour monter quelque chose en Europe. Ça, je crois savoir que c'est aussi, ça fait partie de l'état d'esprit à San Francisco, que quand quelqu'un arrive aussi, jeune, entrepreneur, etc. Complètement. Globalement, les gens sont assez chauds pour partager pas mal d'insights et de tout le potentiel que ça peut créer, quoi. Ouais, complètement. Pour partager, pour t'aider, pour te présenter des gens. Ça, c'est une mentalité qu'on retrouve pas forcément en France en tout cas, hyper intéressant, donc trop chouette. Moi je cherchais donc évidemment l'angle pour Circles, donc ça plus mon arrêt de pilule qui se passe comme ça, ma propre recherche de solutions naturelles, effectivement. Je savais pas quoi faire, les gynécos me disaient reprends la pilule, t'es complètement conne de l'avoir arrêtée, on n'arrête pas la pilule, ça sert à rien si on veut pas un enfant. Et c'est là, je me suis retrouvée sur à l'époque, des groupes Facebook. Ça marchait encore Facebook à l'époque. Les groupes Facebook fonctionnent toujours. Hein. C'est vrai, c'est la seule chose sur une tranche d'âge un peu plus élevée, mais en vrai, ça fonctionne toujours. Maintenant, nous, on utilise plus pour les sujets ménopause, Facebook, tu vois. Enfin, pré-ménopause, mais pas encore. Exactement. Je suis pas si vieille que ça. Mais et j'ai vu, c'est là que j'ai identifié le truc en fait. J'ai vu que déjà il y avait des milliers de femmes qui rejoignaient des groupes comme ça. Il y avait un engagement de dingue qui n'existe plus aujourd'hui. Et elles s'échangeaient des conseils tout le temps. C'était un peu, en gros, le seul endroit où je trouve des infos, c'est Doctissimo et on n'y retrouve que des conneries. Donc, les forums de Doctissimo où on trouve que des trucs pas très utiles. Donc, je vais sur Facebook et je demande à d'autres femmes, je fais quoi ? Comment j'arrête la pilule ? Comment j'ai de l'acné, je fais quoi ? J'ai des douleurs de règles, je fais quoi ? Mes cycles sont complètement irréguliers, c'est le chaos, je fais quoi ? Et elles se donnent des recettes de grand-mère, j'ai testé telle plante, vas-y, bois-la en infusion. J'ai acheté plein de trucs sur Amazon pour faire une recette comme ça, vas-y, fais-le, c'est safe, tu crains rien, c'est naturel. Et là, je me suis dit, ok, donc déjà, besoin énorme de solutions naturelles et en plus, incompréhension totale de c'est naturel, c'est safe. En fait, non, pas du tout, c'est dangereux. Oui, tout dépend le contexte, tout dépend qui prend quoi. Enfin, c'est oui. Ouais, exactement. Et on fait pas ça popote tout seul. Non. Alors c'est pas pour blâmer les femmes qui ont pas d'autre choix que de faire ça, hein. Pas du tout. Mais c'est un vide en fait dans la prise en charge de la santé des femmes. Donc je me suis dit urgent, besoin de solutions donc naturelles, pratiques, clé en main et surtout safe, encadré pour toutes ces problématiques-là. Et vraiment, moi, c'était un arrêt de pilule, mais en fait, je me suis rendu compte que ça allait de 12 à 60 ans, toutes les problématiques hormonales, en fait, des premières règles jusqu'à la préménopause. Il y avait vraiment plein de sujets qui revenaient. Donc voilà, c'était l'angle. En ayant vu ce qui se passait aux États-Unis, ce qui commençait à exploser pas mal. Et tu vas démarrer avec une étude de marché ? Ouais, je démarre avec une étude de marché. Là, pareil, j'ai eu un peu un aha moment parce que j'ai envoyé un questionnaire à 100 copines sur Facebook encore. Et en 2 jours, j'avais 500 réponses. Maintenant, c'est des chiffres qui me paraissent tout petits, mais en fait, c'est fou. C'est une bonne base d'étude de marché. Ouais, carrément. Base, ouais. Carrément. Et surtout, envoyer à 100 personnes et en 2 jours avoir 500 réponses, ça veut dire que chaque copine a envoyé à des copines. Elles sont déterres. Ouais, grave. Et elles ont envoyé à des copines. Donc, non, mais c'était pas pour rendre service. C'est chaque copine a envoyé une copine parce que, regarde, on me pose des questions sur ça, c'est un truc de ouf. C'est la première fois et ça, c'est des messages que j'ai reçus incroyables de meufs que je connaissais pas. Hein. C'est incroyable, c'est la première fois qu'on me pose ces questions. Les questions, c'était quels sont tes symptômes de règles, quels sont tes symptômes de santé intime, est-ce que tu as des mycoses, est-ce que tu as des infections urinaires, quelles solutions tu utilises, etc.
C'est la première fois qu'on me pose ces questions. On me les a jamais posées. Ma gynéco me les a jamais posées. Dingue. Je sais pas ce que tu prépares, mais j'en veux, quoi. Donc ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait vraiment un pas truc. mal de green flag. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et puis à l'époque, ce que je voulais, c'était résoudre ce problème de société entre guillemets. Je savais pas. J'étais bonne élève. Je savais que je savais pas quel produit j'allais lancer. Je voulais surtout pas lancer un produit parce que c'était le produit que moi j'avais envie d'avoir. Je voulais vraiment savoir ce que voulaient les gens. Donc la deuxième partie de mon étude de marché, ça a été qu'est-ce que vous voulez, quelle solution vous utilisez, et surtout qu'est-ce qui peut concerner le plus de femmes aussi potentiellement. Ouais, déjà, dans un premier temps, ça a été dans un premier temps, ça a été identifier les besoins les plus urgents. Donc, tu vois, dans mon cas, ça a été douleur de règles, syndrome prémenstruel, acné hormonal. Et ensuite, dessiner le produit ou les produits qui vont y répondre le mieux et dont les gens ont vraiment besoin. Et du coup, ça a été, pour certaines problématiques, ça va être un complément alimentaire la meilleure réponse parce que c'est très pratique. Une gélule, tu peux mettre beaucoup d'ingrédients. Quand il y a des carences, tu peux mettre des minéraux. Et en même temps, tu peux y mettre des plantes pour les principes actifs qui vont agir sur quelque chose en particulier. Le format gélule, il plaît vachement, il est pratique, il est rassurant aussi. Ça donne un peu une impression de médicament. Bon, ça c'est bien ou c'est pas bien, mais voilà. C'est quoi le tout premier produit que tu as lancé ? Et justement, on a lancé un complément alimentaire équilibre hormonal, syndrome prémenstruel, un complément alimentaire acné hormonal et une infusion règles douloureuses, parce que pour le sujet règles douloureuses, c'était plutôt je veux du chaud. Là, on avait plutôt besoin de plantes avec un effet immédiat. De la bouillotte. Ouais, c'est ça. Puis on avait besoin de plantes avec un effet immédiat plutôt qu'un truc pris sur le long terme. Enfin voilà. Donc c'est vraiment une approche step by step. Ouais, step by step et besoin solution. On me dit souvent encore une marque de compléments alimentaires, mais non, pas du tout. C'est pas du tout une marque qui s'est voulu je vais lancer des compléments alimentaires parce que ça boom et je vais faire plein de thunes. C'est vraiment pas ça. C'était si les femmes que j'ai interrogées m'avaient dit j'ai besoin de programme PDF ou programme vidéo pour apprendre à mieux manger, pour équilibrer mes hormones, j'aurais fait ça en fait. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et du coup, cette première gamme de produits a immédiatement trouvé sa cible, quoi. Avant de lancer ça, donc le lancement du premier produit arrive en 2021. Ouais. Et avant ça, se passe 1 à 2 années de recherche, donc avec des labos. Ouais. Comment ça se passe, cette période de recherche, justement ? Alors, j'ai très vite commencé à travailler avec une amie pharmacienne qui était spécialisée en santé féminine, sur un domaine de santé féminine et en phytothérapie. C'était sa passion. Et on a travaillé justement sur des formules. Il faut recontextualiser, il faut se remettre à l'époque. On était là en 2018-2019. Il n'y avait rien sur le marché. Que ce soit... même dans le monde, il y avait quasiment rien parce que il y avait un petit peu de boîtes aux États-Unis qui commençaient à faire ça, mais aux États-Unis, on est beaucoup moins sur le naturel. C'est quand même des choses très chimiques. Enfin, même tout le marché du médicament, de la supplémentation est complètement différent. N'importe qui a le droit de vendre des médicaments aux États-Unis. Enfin, ils n'ont pas trop ni cette demande de sur le naturel. Donc la typologie de produits qu'on voulait créer était assez nouvelle. En Europe, il y avait quelques produits de labo pharma qui existaient, mais qui n'étaient pas du tout ciblés. Enfin, c'était un peu des trucs fourre-tout, genre féminin plus, justement, qui étaient censés correspondre à n'importe quelle femme qui a n'importe quel problème bikini, quoi. Enfin, c'était un peu ça le délire. Donc on a dû taffer quand même. Enfin, c'était pas, il y avait pas, t'allais pas voir un labo, tu disais pas coucou, tu disais pas coucou, je veux un truc en marque blanche, donnez-moi ce que vous avez déjà. Enfin non, il fallait créer. Et de toute façon, j'aurais pas fait autrement que ça, mais disons que les choses sont très différentes aujourd'hui. Ouais. Donc avec cette pharmacienne, on a imaginé les premières formules. Donc on a fait un gros travail de recherche
bibliographique. Enfin, on est allé... Il n'y avait pas non plus ChatGPT à l'époque, donc c'était à la mano. On a fait notre travail. On est allé lire des tonnes et des tonnes et des tonnes d'études pour trouver les meilleurs ingrédients. Et ensuite, je suis allée démarcher des labos. Donc des fabricants de compléments alimentaires et infusions. Pour faire la chimie des formules. Parce que nous, on trouve les ingrédients, on trouve un petit peu la base, mais ensuite, il faut aller faire la chimie. Pareil, à l'époque, il y avait moins de labos que maintenant, parce qu'en Europe, ça n'avait pas encore trop explosé les compléments. Puis, il n'y en a pas beaucoup qui croyaient en ce projet, quoi. Enfin, santé féminine, bof, machin. Et puis, finalement, un labo nous a fait confiance. Et c'est toujours notre fournisseur, toujours notre partenaire vraiment historique. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Et donc, quand tu lances ce premier produit en 2021, comment... Enfin, tu vois, tes premières ventes, etc., comment est-ce que tu le vois ? Alors, parce qu'il y a toujours cette excitation, tu vois, après 2 ans de taf. Il y a toujours cette excitation. Et puis même bosser sur le packaging derrière, etc., enfin, l'identité de marque, etc. Enfin, tu vois, à un moment donné, quand tu vends ton premier produit, t'es dans quel état d'esprit ? Alors, je suis un peu... alors, je fais pas... j'ai pas fait les trucs comme tout le monde, et du coup, c'était pas trop comme ça pour moi. Parce que, déjà, c'est vraiment parti de rien. C'est-à-dire, j'ai payé, je pense, 30 € par mois de Shopify et 100 € par mois de Klaviyo pour les emails, mais c'est tout. J'ai jamais levé d'argent, etc. Donc, j'ai fait une campagne de crowdfunding sur Ulule, voilà, un peu comme tout le monde, même si à l'époque, il y en avait moins aussi. Donc, en pré-vente, pour récolter les fonds avant de payer les productions. Et je n'ai absolument pas investi dans l'identité de marque, le packaging, rien du tout. Pour tout te dire, la campagne a été lancée avec des maquettes de produits. Okay. Le produit n'existait pas. Enfin, même le packaging n'existait pas. Un logo tout pourri fait par un designer lambda. Enfin, c'était vraiment horrible. On a gardé même cette identité dégueulasse pendant 1 an. Et pourtant, la campagne a cartonné. On a vendu des milliers de produits. Voilà. Donc, comme quoi... et en fait, pourquoi ça a cartonné ? Parce que je l'avais engineered, cette campagne. C'est-à-dire que pendant l'année avant, j'avais préparé, j'avais fait de la génération de leads. J'avais commencé à faire énormément de contenu sur Instagram. J'avais créé une communauté. J'avais écrit un bouquin sur ce sujet pour commencer à avoir quelque chose de tangible duquel parler. Et donc tout ça avait été préparé. Donc j'ai lancé la campagne de crowdfunding avec déjà une énorme base de femmes qui étaient prêtes à acheter. Et en fait, il n'y a pas de secret. Enfin, des lancements comme ça se prépare. Donc, je savais que ça allait fonctionner. Évidemment, tu as toujours un petit peu le doute. Je savais que ça allait fonctionner, mais je l'avais fait de manière très pragmatique. Je pense que c'est... Tout a été millimétré. Ouais, c'est ça. Okay. Donc voilà, du coup, ça... Après, je veux pas du tout paraître du moins, ingrate, tu vois, mais... Ça, en gros, le lancement était cohérent avec ce que t'imaginais. Ouais. Et ce que tu avais préparé aussi, ouais. Parce que forcément, ça nécessite du travail. Bien sûr. Enfin, et puis, t'as tout fait aussi un peu dans les règles de l'art, le fait de démarrer par une étude de marché, ensuite de travailler sur la partie recherche, etc. Donc, c'est cohérent, entre guillemets, tu vois. Et donc, après ce lancement, forcément, il y a les gens reçoivent les produits et les testent, les utilisent. Ça a été quoi un peu les premiers retours clients et comment est-ce que tu as reçu ça ? Incroyable. Vraiment, déjà, en fait, dès le lancement de cette campagne, on a reçu des centaines de messages encore une fois, des femmes qui disaient « mais c'est dingue, je savais pas que c'était pas normal d'avoir mal, je savais pas que ce qui m'arrivait était pas normal, merci d'exister », des trucs fous, des histoires de vie dingues, des histoires d'errance médicale dingues. Donc rien que l'existence de cette marque qui parle de ces sujets, c'était déjà quelque chose dont les femmes avaient besoin et quelque chose pour lequel on nous remerciait. Et ensuite, une fois avec les produits entre les mains, direct, on a eu des remerciements, évidemment sur l'efficacité, encore une fois, des messages de fou, j'étais pliée en 2 une semaine par mois, je revis, j'avais de l'acné hormonal qui me défigurait,
Depuis 10 ans, je savais plus quoi faire, j'osais plus sortir de chez moi. Ça y est, j'ai retrouvé confiance en moi. Enfin, et ça maintenant, ça continue. Maintenant, on a des milliers, des retours comme ça. Mais donc tout de suite, ça a été ça. Ça, pour le coup, même si on peut avoir tout millimétré et tout c'est préparé, impossible. recevoir ça, c'est waouh. Ok, ça sert à quelque chose que je fais. Ouais, c'est clair, surtout quand tu vends un produit physique Ouais. qui peut avoir de l'impact sur les gens directement, etc. Ouais. C'est Complètement. différent que de vendre des formations, des PDF, tu vois, en ligne. Et donc après ça, évidemment, les enjeux, j'imagine, se rajoutent, peut-être de la diversification de produits, faire évoluer aussi les produits actuels. Comment est-ce que se passe la suite de ce lancement? Et ben, la suite de ce lancement, pendant 1 an ou 2, on a continué, enfin, on a lancé un e-shop évidemment, et puis on a continué sur cette lancée. C'était assez organique. Le bouche à oreille s'est fait très vite. Tu vendais sur ton site Ouais, internet et sur site d'autres internet, c'est plateformes tout. ou uniquement sur ton Non, site? uniquement sur OK. mon site. Le bouche à oreille s'est fait très vite. La communauté a grossi assez naturellement. Ça a été une croissance, disons, saine et très bonne, mais assez normale. Et puis, à peu près 1 an et demi après, en 2023, tout s'est accéléré d'un coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé, on faisait très peu de méta, de paid sur Meta à l'époque. Enfin, un petit peu, tu vois, mais pas plus que ça. Et là, les UGC, donc tu sais, les vidéos de gens, d'acteurs ou d'actrices qui vantent les mérites d'un produit, ont commencé à apparaître. Et ça a commencé vraiment en 2023, mais Ouais. c'était niche à l'époque. Et on a été parmi les premières marques en France à utiliser cette technique-là. Sauf que non seulement on était les premiers à le faire, donc c'était encore très authentique, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui, parce que maintenant c'est devenu un peu le nouveau multi-level marketing, enfin, tu sais, genre Oui. le Et side puis job de... même sur de l'UGC maintenant généré par IA aussi, Ouais, en plus, voilà. donc oui, Donc ça c'était encore très authentique, et en plus, vu la nature de nos produits, on avait, et ça on en a toujours pour le coup, des créatrices UGC qui venaient nous voir avec réellement une problématique. Donc en fait, c'était même plus vraiment de l'UGC, c'était du customer generated content, si tu veux. Donc c'était vraiment très authentique. Enfin bref, en tout cas, en termes de timing, on a été une des premières marques en France à faire ça, et là, paf, explosion. Et l'année, ça c'était fin 2023, et en 2024, on a fait x10. dingue. Ou non, pardon, c'était fin 2022, et en 2023, on a fait x10. OK. x10 sur le CA, enfin, Et donc ça, truc tu de le dingue. vois, tu sais que c'est lié principalement à l'UGC? Je pense. Après, je pense, c'est nécessairement un ensemble de facteurs. Ouais. Déjà, on avait un product market fit, parce que ça n'arrive pas si t'as pas un product market fit. Mais encore une fois, toute la préparation en amont, je savais déjà qu'il y avait un product market fit. Enfin, tout l'indiquait. Mais donc, ça Et n'arrive pas sans ça. c'était sur Insta, sur TikTok, uniquement sur Insta, Non, les Meta, pubs? bah, il y avait Full pas, Meta, donc ouais, Facebook, il y avait pas etc. vraiment TikTok OK. à l'époque. Ouais. Enfin, en tout cas, pas la pub comme ça. Ouais. Et donc, mais oui, c'est clairement le format vidéo, l'UGC, qui a changé la donne, mais c'est aussi un cercle vertueux qui s'est mis en place. On a pu investir plus intelligemment, etc. Enfin voilà, et vraiment il y avait ce product market fit, et il y avait une grosse base aussi organique qui était très très puissante déjà, hein. Et quand tu fais x10, bah forcément, tu as des problématiques de capacité de production, etc. Comment est-ce que Ouais. vous avez aligné ça avec le flux de commandes qui s'accélérait? Et ben, alors le boom, en plus, il a eu lieu, la première fois, ça a eu lieu à Noël. Donc autant dire que tout le monde était fermé, les labos, logisticien, machin. Du coup, on a été en rupture pendant quelques semaines, mais encore une fois, c'est là où le choix du fournisseur est hyper important. On avait vraiment, tisser une relation assez forte avec notre fournisseur dès le début, et du coup, il a réussi à répondre à la demande, OK. et à produire. Et nous, enfin, il y a eu quelques semaines de galère où on a dû expédier par Ouais. flux, tu vois, mais ça se globalement, fait. ça a bien tenu, quoi. Ouais. Puis, on est sur une typologie de produit où on peut fonctionner en flux tendu aussi, Ouais. donc ça va. Trop bien. Et qu'est-ce qui se passe après? Et bah, qu'est-ce qui se passe après? Cette année-là, on a vraiment volé, quoi. Enfin, c'était dingue. Et ensuite,
Ça continue à grossir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à se lancer un petit peu en pharmacie. On a fait un test, ça a fonctionné. Et on a vraiment continué notre croissance digitale. Enfin, on est encore aujourd'hui 95% digital. On a continué notre croissance comme ça. Et sur la partie digitale, toujours site internet et d'autres plateformes? Non, que site internet. Que site internet, ouais. ok. Et donc là, tu vois, on a atteint, on a dépassé les 8 chiffres de chiffre d'affaires. Et on est à une phase de scale vraiment. Là, on est vraiment sur la nouvelle étape de développement qui est, il faut scaler. On a fait beaucoup en digital. Maintenant, les challenges, c'est l'omnicanal, la pharmacie justement à plus grande échelle, la télé, enfin d'autres canaux d'acquisition, etc., quoi. Alors, il y a un sujet que j'aimerais évidemment aborder avec toi, c'est un peu le cœur du réacteur, le fonctionnement de Circles, qui a un fonctionnement particulier, puisque la boîte est 100% en remote, avec donc une équipe de 8 personnes en interne, et puis après des free. Comment est-ce qu'on gère une boîte en full remote et je crois que c'est full remote en Europe, voire même à l'international. Ouais. C'est ça? Ouais, absolument. Alors donc, moi j'ai toujours vécu à l'étranger. Ce fameux départ de la France en fin d'études, je suis jamais revenue. Et du coup, j'ai pu effectivement, enfin j'ai lancé Circles depuis l'étranger. Et du coup, c'était logique. Ouais, c'était logique pour moi, même si ça m'a pris un peu de temps au début. Je me mettais un peu des barrières. Je me disais, mais comment je vais faire parce que je voyais d'autres marques qui avaient leur bureau à Paris, qui faisaient des événements, qui faisaient des RP, qui faisaient des trucs. Enfin, et je me disais, mais comment je vais faire moi, je pourrais jamais montrer les coulisses de. Enfin, c'est des trucs à la con en fait qui ont aucun intérêt, hein, mais je pourrais jamais montrer les coulisses. Je pourrais jamais avoir un néon avec le logo de ma boîte. Ouais, c'est ça, des trucs comme ça. Du coup, je me suis un peu mis des freins comme ça pendant un moment, et ensuite il y a eu le Covid. Et là, en fait, on s'est rendu compte que tu peux lancer une boîte depuis ta maison de vacances en Bretagne ou depuis un autre pays. En fait, c'est pareil, quoi. Donc, il y a beaucoup de boîtes aussi, notamment start-up tech, qui ont fait le switch de passer en 100% remote aussi. Donc, Alors après, il y en a plein qui en reviennent aujourd'hui. Il y en a plein qui en reviennent. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Donc, du coup, en tout cas, moi, ça m'a montré que je pouvais le faire. Dans tous les cas, ma formation, entre guillemets, start-up m'a montré que de toute façon, tu ne lances pas une marque, en tout cas, je vais parler des marques parce que c'est ce que je connais, qui a vocation à être seulement française ou seulement autre chose. Donc pour moi, le choix du marché, ça a été la France parce que je suis française, j'ai les codes, je connais la culture, et en plus, il y avait des signaux de la France qui me disaient que ça allait fonctionner sur ce marché-là. Enfin, il y avait toute une vague justement de féminisme par rapport à la santé. Enfin, on détabouise les règles, tout ça. Donc, il y avait tout un mouvement de société qui amenait déjà ces sujets sur le devant de la scène. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont fait que la France était le bon choix. Mais pour la petite anecdote, j'ai lancé l'Allemagne en même temps. J'ai fait une autre campagne de crowdfunding en parallèle en Allemagne qui n'a pas du tout pris, parce que c'est un marché beaucoup plus. Enfin, le consommateur a beaucoup moins d'affinité avec les marques, la nouveauté, les nouvelles marques, les choses comme ça. Ils sont beaucoup plus. Ils font beaucoup plus confiance à des choses plus installées. Et ils sont très méfiants aussi envers le côté nouveau, preuve scientifique, etc. Donc ça a été un échec, et du coup arrêter dans l'œuf. Tester un marché et voir que voilà, c'est ça. Donc c'était pas le bon moment. Ouais. C'est un marché sur lequel il faut aller plus tard avec un peu plus d'argent. Mais donc voilà. Donc la France a été choisie comme ça, mais Circles a toujours eu une vocation à être international, à être internationalisé un jour. Donc, tu vois, les noms, par exemple, ont toujours été en anglais. L'équipe a toujours été... les gens recrutés ont toujours été bilingues. Enfin, j'ai toujours su que ça allait être pas que français. Donc voilà, du coup, encore un autre truc qui justifiait le remote, pour en revenir à ta question. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, tous mes collaborateurs sont... Il y a des gens en France, il y a des gens en Allemagne, il y a des gens en Italie, parce qu'on a ouvert le marché italien depuis aussi. Il y a des gens au Brésil, en Thaïlande, enfin vraiment partout.
Je disais tout à l'heure, c'est pas fait pour tout le monde, hein, parce qu'effectivement, il y a plein de gens après le Covid plein de boîtes qui ont supprimé leur bureau, maintenant qui en reviennent. Alors nous, ça fonctionne très bien parce que déjà, moi, ça correspond à ma personnalité de fondatrice. Je suis pas forcément quelqu'un qui est très à l'aise avec le fait d'aller au bureau tous les jours, de devoir être, encore une fois, c'est mon côté un peu sauvage et réservé, mais être, tu vois, solaire tous les jours et être leader tous les jours auprès d'employés, c'est pas forcément un truc dans lequel j'excelle. Donc, tu vois, j'aurais été une excellente freelance, je pense. Mais donc ça me correspond. Mais du coup, il faut accepter de pas forcément avoir une culture d'entreprise forte. Enfin, c'est concrètement pas possible, tu vois. Après, voilà, il y a plein de manières d'être CEO, il y a plein de manières de construire des boîtes. Je pense qu'il n'y a pas un modèle qui gagne plus qu'un autre. Puis forcément, la boîte te ressemble aussi, donc forcément, il y a des choses que tu as moins envie de faire que d'autres, quoi, et c'est OK. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, la clé, en fait, pour que ça fonctionne, c'est s'entourer de gens pour qui ce modèle-là fonctionne, en fait. Donc, qui savent fonctionner en exactement. solo. Et j'imagine en mettant en place des process en interne aussi qui facilitent, entre guillemets, le fonctionnement en interne, quoi. Ouais, et tout à fait. Et du coup, les gens avec qui je travaille aujourd'hui sont déjà tous seniors. Bon, après, ça, c'est quelque chose que je recommanderais à tout le monde, globalement, de plutôt, surtout en début de vie de boîte, plutôt privilégier des profils seniors. Senioriser sa team, ouais, c'est ça. Senioriser sa team à fond, ouais. En tout cas, mettre les fonctions clés dans les mains de gens seniors, plutôt que de faire le truc classique de je vais plutôt vers des juniors. Du coup, moi, fondateur, je garde tout sur mes épaules. Et en plus, et puis je prends plein de stagiaires parce que c'est pas cher, mais au final, ça te coûte plus cher qu'autre chose de faire comme ça. Donc, clairement. Du coup, en tout cas, nous, en full remote, c'était obligatoire. C'est obligatoire d'avoir que des profils seniors qui sont donc autonomes. Parce que le propre d'un profil junior, c'est justement d'être junior, d'avoir besoin de quelqu'un à côté de lui pour apprendre. Ce que tu peux pas donner en remote. Donc voilà. Et c'est intéressant parce que on a beaucoup de profils assez entrepreneuriaux, tu vois, des gens qui ont déjà monté une boîte avant ou pour des entrepreneurs qui écouteraient le podcast et qui justement sont en train de monter une team, tu vois, en Europe, à l'international. Est-ce que justement il y a un outil, un tool qui permet justement de faire des contrats, tu vois, à l'international? Est-ce que tu peux juste évoquer ça? Ouais, absolument. Alors, techniquement, n'importe qui pourrait... techniquement, tu peux embaucher n'importe qui, n'importe où, tant que tu as un comptable sur le sol du pays en question. Donc voilà. Mais évidemment, c'est complexe, c'est chronophage. Et voilà. Donc, il y a des sociétés qui s'appellent des Employer of Record. C'est en gros... en France, en tout cas, ils utilisent des contrats de portage salarial pour embaucher pour toi. C'est eux qui font toute la paperasse et en gros, tu payes une commission dessus, quoi. Et voilà. Et tu peux embaucher dans n'importe quel pays comme ça. Donc ça, c'est quand même cool d'un point de vue administratif de ne pas avoir ça à gérer aussi par rapport à... Absolument. Ouais. Okay. Absolument. Après, ça, c'est une manière de faire. Et puis après, évidemment, nous, il y a plein de postes plus techniques où on bosse beaucoup avec des free, avec des agences, etc. Enfin, j'essaie de garder l'équipe la plus souple possible. Ok. Aujourd'hui, Circles, tu l'as dit, c'est un chiffre d'affaires à 8 chiffres. C'est, j'imagine, aussi beaucoup plus de produits qu'au tout début, sur pas mal de sujets différents. Est-ce que tu peux en parler aujourd'hui de la gamme de produits qu'on peut retrouver sur Circles? Ouais, alors, donc Circles, vraiment, a vocation à couvrir, à accompagner les femmes sur leurs problématiques hormonales des premières règles à la ménopause. Donc, toutes les problématiques qui peuvent résulter d'un déséquilibre hormonal, que ce soit... on a parlé tout à l'heure de règles douloureuses, syndrome prémenstruel, acné hormonal. Ça peut être des sujets de déséquilibre intime. Ça peut être des sujets avant la grossesse, après la grossesse. Ça peut être des sujets libido, des sujets préménopause, etc. Donc déjà, on a élargi notre gamme vers ça. Et puis, on a aussi développé des nouvelles catégories de produits, notamment... mais toujours dans cette logique de... J'identifie un problème, je développe la solution qui est le plus adaptée. Donc, des produits topiques aussi. Donc,
externes, des crèmes ou des gels intimes par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc C'est déjà pas mal. ouais. On a Super. une trentaine de références maintenant. Ouais, ok, trop bien. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur Mhm. l'entrepreneuriat et la santé, Ouais. avec quelques petites questions. La première, c'est si tu pouvais changer une chose dans l'écosystème startup santé, d'ailleurs français ou international, ce serait quoi? Vaste question. Je sais pas si je changerais quelque chose, mais c'est sûr que c'est un écosystème qui est en plein bouleversement. Comme souvent, les choses vont trop vite par rapport à la réaction des institutions, des régulations, etc. Donc, je vais parler par exemple pour le secteur des compléments alimentaires. C'est un secteur qui est donc en explosion, et qui n'a pas beaucoup de barrières à l'entrée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut mettre un complément alimentaire sur le marché. Alors pour nous, c'est super, hein, mais en fait, il y a une vraie question de responsabilité du dirigeant et des marques qui est là parce que c'est vraiment hyper important. D'avoir la même formule sous 36 marques, par exemple, potentiellement? C'est pas tellement ça. En fait, c'est un secteur qui est réglementé, oui, mais pas encore assez. Donc, encore une fois, n'importe qui peut mettre un complément alimentaire sur le marché. On va pas forcément checker ce que tu mets sur le marché ou ce que tu dis Sur ton site, sur ton etc. site ou de ton complément alimentaire. La règle absolue en complément alimentaire, et c'est une règle de responsabilité, c'est en amont, c'est pas... Enfin, quand tu mets un complément alimentaire sur le marché, il y a personne qui te le valide ou qui te l'invalide. C'est toi qui le mets et c'est ta responsabilité de respecter les règles. Ouais. Et du coup, la règle absolue, c'est ne crée pas la confusion entre un médicament et un produit de bien-être, parce qu'un complément alimentaire, c'est un produit de bien-être, de supplémentation, comme son nom l'indique. Sauf que le secteur étant ce qu'il est, il y a évidemment énormément d'acteurs qui en profitent et qui mettent n'importe quoi sur le marché en disant n'importe quoi et en faisant croire n'importe quoi. Donc là, il en va vraiment de la responsabilité des marques et des dirigeants de pas faire ça. Alors, moi, c'est un truc auquel je suis hyper, hyper attentive parce que je sais que c'est ça qui fera la différence. Déjà, dans un monde où les réglementations vont probablement se rigidifier et de toute façon dans un secteur qui va se consolider et qui va changer, c'est ça qui va faire que Circles reste et pas les autres. Je pense, on est hyper, hyper réglo, on fait hyper gaffe à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et on fait des audits réglementaires hyper régulièrement, etc. Mais il y a tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que le monde médical est assez en colère, et je comprends. Parce que on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux, et en ce moment il y a plein de professionnels de santé qui prennent la parole pour dire pour parler des dérives justement. Et voilà, bon après je les comprends, il y en a beaucoup qui exagèrent et qui diabolisent un truc qui est quand même enfin quand c'est bien utilisé, un complément alimentaire c'est hyper utile. Enfin la preuve c'est Circles, enfin on a les chiffres, on a aidé plus de 160 000 femmes vraiment à aller mieux, donc enfin la preuve sociale est là. Donc voilà, mais Puis comme dans toute industrie, il y a des opportunistes et des gens qui voient la lumière et qui généralement ont des visions très court-termistes de tout ça. Mais ça, je pense que c'est propre à toute industrie. Mais c'est vrai que en santé, forcément, les vendeurs de rêves sont peut-être plus nombreux que sur d'autres industries, quoi. Ouais. J'ai découvert un truc dément l'autre jour. Moi, je passe ma vie sur les réseaux sociaux pour regarder les pubs, et parce que plus je les regarde, plus je suis targetée pour regarder un peu ce qui se passe dans l'écosystème santé. Et je vois hyper souvent des pubs de marques qui apparaissent du jour au lendemain comme ça, de compléments, de trucs santé, de tout et de n'importe quoi, toutes sortes d'objets ou de produits pour la santé féminine. Et quand tu creuses, c'est toutes des sociétés. Je vais toujours voir les termes et conditions ou les infos légales. Ensuite, je regarde qui sont les sociétés. L'autre fois, j'ai découvert qu'il y a une société écran comme ça qui est un prête-nom pour des centaines de milliers
d'anonymes Ok. qui lancent des marques comme ça juste pour saisir une opportunité, et il y en a beaucoup dans les compléments alimentaires. Il y en a beaucoup aussi dans ceux qui utilisent des deepfakes pour copier des marques qui ont été vues à la télé, etc. Mais T'as c'est dû pour voir ça que se je passer disais ça. sur la même formule pour potentiellement 36 000 Ouais. marques. Ouais. J'évoquais ça. Complètement. Ouais. Et donc oui, donc forcément, le monde de la santé est préoccupé et vénère contre tout ça, parce qu'il y a vraiment tout un monde souterrain de business de la santé hyper shady. Et donc, c'est des marques qui restent pendant un mois, qui font du cash, paf, ça ferme, et puis c'est remplacé par une autre après. C'est fou. Ouais, carrément, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais c'est vrai que j'en ai vu pas mal ces derniers temps. De toute façon, on les voit en pub sur Insta, sur TikTok. Généralement, c'est assez court, mais ouais, carrément. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre ? Ce qui est hyper important pour moi, c'est ma liberté. Vraiment, je parlais de quête d'indépendance tout le temps. J'ai entrepris pour avoir la liberté de construire ma vie, de construire un monde qui me plaît aussi. Enfin, c'est pas que pour moi, hein, c'est aussi pour un monde ou une vision que je vois, que je veux créer. Donc voilà, donc ça c'est hyper important. Et en parlant de vision, en fait, je pense pas qu'il y ait de business pérenne sans une vision forte derrière. Ouais. Là, en l'occurrence, Circles, c'est pas une marque de compléments alimentaires qui surfe sur une tendance, c'est une marque ou même une plateforme pour aider les femmes à aller mieux, à être autonomes gynécologiquement. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas vendre un peu plus de pilules. Enfin, si, bien sûr, parce que ça fait fonctionner mon business et ça lui fait prendre de l'ampleur. J'ai un modèle économique. Mais ce qui m'importe, c'est la mission derrière. Et franchement, ces années d'entrepreneuriat, elles sont tellement difficiles. Il y a tellement de hauts et de bas. Il y a tellement de stress que s'il n'y a pas ça Faut qu'il y ait derrière... un driver derrière. Je sais pas comment font, tu vois, des entrepreneurs qui n'ont pas ce driver. Après, ils sont drivés peut-être par d'autres trucs, mais oui, c'est sûr qu'il en faut un derrière, quoi. Peut-être que ça dépend des personnalités quand même, parce que je pense quand même qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a pour moi les entrepreneurs comme moi, un peu plus ces entrepreneurs innovateurs qui poursuivent une mission, une vision, une vision de la vie aussi, de la société. Mais après, il y a les entrepreneurs managers, typiquement les CEO d'une boîte de roquettes. C'est plus des exécutants, c'est des est-ce qu'on peut les appeler entrepreneurs ? Oui, je suis même parce pas que sûr. Je sais pas. Je pense que c'est un débat. Mais je veux pas rentrer dans le débat. Parce qu'ils ont quand même, c'est quand même des mecs qui font partir une boîte de 0 à 1 milliard pour beaucoup. C'est une autre forme d'entrepreneuriat. C'est des exécutants. Ils sont pas là. Déjà, c'est des idées qui viennent pas forcément d'eux, et puis ils sont là pour. Ils ont des. En fait, la grosse différence, c'est que ça, c'est des entrepreneurs qui ont des hard skills. Ils ont des compétences que moi, j'ai pas du tout, parce qu'ils sont hyper polyvalents. C'est des mecs qui pourraient être CEO de n'importe quelle multinationale. Moi, j'ai surtout, ou les entrepreneurs comme moi, on a surtout des soft skills, je pense. Donc plus d'une vision, de la créativité peut-être, des choses comme ça. Mais moi, par exemple, je sais que quand ma boîte atteint une certaine taille, je suffis plus du tout. J'insuffle une vision créative ou une vision stratégique, mais je suis pas du tout la plus compétente pour gérer les humains ou pour gérer, je sais pas, les chiffres, la perf. La dernière question avant de passer à la dernière partie du podcast, c'est comment est-ce que ton entourage vit ton aventure ? Je suis une personne assez secrète, donc assez, encore une fois, un peu indépendante. Donc je partage pas beaucoup. J'avoue que j'ai beaucoup tendance à garder les choses pour moi, à pas forcément parler. Je me mets pas beaucoup en avant. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais un podcast. Donc, je pense que ils savent pas trop. Même vis-à-vis de tes parents, par exemple j'en parle pas beaucoup. Après, je sais qu'ils sont super fiers. Que c'est probablement le genre de métier ou de succès auquel qu'ils avaient très envie de voir, mais je suis pas, je suis un peu quelqu'un qui trace sa route toute seule. Donc voilà, et c'est dommage, hein. Je pense que c'est un défaut, hein, parce que c'est un défaut, et ça peut être une qualité aussi sur des moments plus difficiles où là tu vas
Bah non, justement, je dirais Non? que sur les moments difficiles, c'est important que l'entourage sache que c'est plus dur, Ouais. que c'est un moment stressant, Et en même temps, il peut de être pouvoir impacté partager. négativement aussi par rapport à ça. Oui, Mais c'est oui, vrai. c'est Oui, enfin, c'est vrai. dans les 2 sens, quoi. C'est vrai. Mmh. Mais ouais. Mais, OK. mais bon, globalement, si je devais donner un conseil à d'autres entrepreneurs, c'est pas forcément d'être comme moi, c'est d'être un peu plus dans le partage Ouais. et un peu plus de parler aux gens, tu vois. OK. On va pouvoir passer à la dernière partie, du podcast, avec des questions, rapides, mais évidemment, à chaque fois, tu as le temps de Ouais. répondre. Quelle est la question qu'on ne pose jamais aux entrepreneurs, mais qu'on devrait poser? Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que ça va? Mais j'ai une réponse pour toi. Ouais, C'est que quand on pose cette question, aux entrepreneurs, ils disent toujours généralement, oui. on n'a pas forcément la réalité. Mmh. Dans le sens où derrière, il y a quand même des enjeux, typiquement des investisseurs, des associés, un marché, qui fait que, généralement, quand tu dis que ça ne va pas, c'est après une aventure, après la fin d'une aventure. Ouais, Donc tu vois, c'est pour ça aussi que, bah, généralement, cette question, tu l'as en off, mais tu l'as ouais, pas en podcast. c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. Mais tu parles du point de vue de l'intervieweur, mais est-ce que ça va? Moi, je me place d'un point de vue du dirigeant, par exemple. Mmh. Ben, au dirigeant, on pose pas souvent la question: «Est-ce que ça va?» On s'attend Avec à une ce que vraie attente de réponse. ouais, on s'attend à ce que toi, tu la poses à tout le monde, à tes employés, et c'est normal, hein. Mais en revanche, toi, à l'inverse, on te la pose pas C'est forcément. très vrai. Donc C'est très vrai. Ouais, voilà. je l'avais pas vu dans ce sens-là, mais c'est très vrai. Ouais, je suis d'accord. Et évidemment, là aussi, on pourrait être tenté de répondre: «Oui, ça va bien», parce qu'on doit garder la face, on doit garder la Bien sûr. motivation des troupes et Mmh. cetera. Mais parfois, ça pourrait être, Prenons soin des ouais. entrepreneurs, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Je fais un câlin à mes enfants, c'est très Parce con, que tu en mais as 2. ouais, j'en ai 2, 2 petits. C'est très con, mais ça te fait un peu oublier les problèmes, enfin, c'est un truc qui te Ça te ramène à la vraie vie, quoi. ouais, c'est ça. Tu te dis, en fait, si jamais tout ça, ça s'arrête, si j'ai pas, si ça devient pas aussi gros que je veux, si j'ai pas tout l'argent que je veux, ben, on s'en fout, j'ai Oui, puis eux et puis ils seront heureux quand même, tu pas enfin, que ta boîte, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. il y a des boîtes, enfin, il y en a potentiellement plein dans une vie, donc C'est ça. ouais, c'est Donc ouais. un bon rappel. C'est quoi ton plus grand rêve? Et bah, en fait, ils sont très clairs dans ma tête, mes rêves. C'est évidemment en fait, la liberté, mais la liberté, c'est un moyen donc la liberté financière, de mon temps, de faire ce que je veux, pour, faire autre chose, je pense. Enfin, je suis très contente de faire, Circles et de vraiment j'ai envie d'emmener cette boîte très loin, d'atteindre ma mission qui est aider le plus de femmes et j'ai vraiment une ambition d'amener cette marque, à un niveau européen puis mondial, enfin et voilà. Donc ça va être ma vie pendant un certain nombre d'années. Mais après, j'aimerais avoir justement la liberté d'aller, faire le tour de l'Atlantique en Ouais, voilier, et ensuite d'écrire des romans, je mmh, pense. trop bien. Très connecté au début. Ouais, C'est quoi ta plus grande peur? de perdre ma liberté. Forcément. Voilà, non, de perdre ma liberté, et de pas pouvoir offrir le monde à mes enfants. C'est vraiment en fait, je parle dans les pompes évidemment d'une enfant privilégiée qui déjà a eu une éducation où le monde est à ta portée. Je trouve que c'est Mmh. une chance, hein, mais c'est aussi une manière de présenter le monde à tes enfants. Enfin, ayant des parents très aventuriers, très entrepreneurs, ben, ils m'ont présenté le monde de cette manière. Tu peux faire ce que tu veux, tant que tu te donnes les moyens de le faire, parce qu'il faut bosser. Mais ça, je l'ai encore plus réalisé en entreprenant, justement, le monde. Et en plus, en entreprenant, j'ai atteint des horizons, même que mes parents n'avaient pas vus, qui étaient plus dans un monde corporate. Enfin, et vraiment, le monde peut être à ta portée. Tu peux tout faire. Tu peux monter n'importe quel business ou n'importe quelle activité. Tu peux faire ce que tu veux. Évidemment, si tu as enfin, enfin, c'est quelque chose, c'est un discours de privilégié, évidemment. Si tu as un filet de sécurité, si tu as un bagage, culturel, un capital culturel, financier, et cetera. Mais ça, je veux le donner à mes enfants, en fait. Ouais, Que OK. le monde soit à leur portée, qu'ils se limitent pas à Qu'il y ait pas un certain type de de barrière job mentale, ou ouais, et cetera. ouais, OK. On va passer aux 2 dernières questions du ouais. podcast. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode?
Il y a une boîte que je trouve très intéressante, c'est My Variation. Je sais Ah, ça pas me si parle. tu C'est connais, les brosses à dents. les Ouais. brosses à dents. Je trouve que c'est un exemple très intelligent de l'entrepreneuriat opportuniste et je dis ça avec beaucoup d'admiration, hein. C'est vraiment des mecs qui ont monté, qui ont identifié un secteur où il y avait un monopole industriel, tu vois, une grosse marque qui a la brosse à dents électrique. Ouais. euh, Mondialement, depuis des siècles, donc un dinosaure, quoi. Secteur comme ça a disrupté entre guillemets. En plus, sur un sujet industriel, tu vois, avec un peu de barrière à l'entrée, mais pas trop, parce que finalement, il leur a suffi d'une petite innovation technologique et surtout design pour, pénétrer le marché, tu vois. Et cette marque vole, quoi. Enfin, c'est Ouais, c'est clair, hallucinant ce qu'ils ont on les voit réussi à faire. partout, que ce soit en termes de pub, en termes de produits, etc. Ouais, et surtout, c'est une boîte super solide. Puis qui s'est développée très vite ouais, aussi. Ouais. exactement. Ok. Donc, Bah, très, très belle histoire entrepreneuriale, je trouve. je me note la reco. Et la dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Je pense être un entrepreneur, même si j'ai mis longtemps à oser dire que je le suis. Et pour moi, c'est le fait d'être un caméléon social, donc être capable de comprendre les nuances de la société, les nuances de l'humain, et identifier les petits endroits où il y a un besoin et le résoudre, où il y a quelque chose qui dysfonctionne et le résoudre. Voilà. Trop bien. Ce sera parfait pour conclure l'épisode. J'espère que ça t'a plu. Ouais. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous tes liens en description. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'aider des millions de femmes dans le monde entier avec Circles. Trop cool. Voilà. Bah, on te le souhaite. Merci. Merci Margot. Salut, ciao, ciao. Merci.